et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur, on va dire, sur trop de nouvelles parce qu'en fait, on a un gros sujet à traiter aujourd'hui avec ma partenaire Valérie Flatt qui est consultante réglementée en immigration canadienne. Et c'est une question qui revient, qui est assez récurrente, qui a été piochée cette semaine et qui est par où commencer. Je souhaite arriver au Canada, je souhaite arriver au Québec, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où est-ce que je dois me renseigner, je ne sais pas comment monter mon projet. Donc voilà, on va vous parler de ça. Vous allez voir, c'est assez long, on vous donne pas mal de détails. Également, dans La parole est à vous, je vais recevoir Marie-Aude, qui est arrivée il y a 7 ans en résidence permanente, qui a eu une intégration très rapide, puisqu'elle était à l'époque sans enfant, uniquement avec son conjoint. Et eux deux, en fait, ont loué une chambre chez l'habitant, chez des Québécois. Et donc, ils ont tout de suite été intégrés, en fait, dans le milieu québécois. Et je vous avouerai que vous allez voir, c'est 7 ans d'immigration parfaitement réussis, donc arrivés en résidence permanente. Ils ont fait le choix d'arriver en été plutôt qu'en hiver parce qu'il faut s'habituer au froid. Elle vous donnera quelques petites informations, notamment quelques petits conseils pour justement se faire à ce froid québécois et canadien. Donc voilà, et en dernière partie, je reçois bien sûr Hélène, qui est coach en transition de carrière et qui est là pour nous permettre de réfléchir sur ce qui nous pousse à l'action. Et pourquoi est-ce qu'on va décider d'un changement, soit de vie, soit de carrière. Et donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après la pause avec Valérie. A tout de suite. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Alors la question du jour. Alors, la question du jour est posée par deux personnes en fait, c'est Rémi et Ali. En fait, ils veulent savoir, c'est des questions qui se complètent, on va dire. Il y en a un qui veut savoir par où je commence si je veux immigrer. Alors là, on part de la base. D'accord. Et puis il y a Ali qui demandait, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de refaire des études pour se remettre au niveau, quoi. D'accord. Donc effectivement, c'est des questions qui sont souvent proposées. Ouais, en plus, elles reviennent souvent dans les commentaires. Et puis c'est vrai que quand on commence son projet, on ne sait pas où aller vraiment. C'est ça. On ne sait pas vraiment par où prendre le cheval de bataille de l'immigration. Le site. Alors, on va commencer par donner le site. Très bien. On en parle souvent de ce site. Et puis le site de MIDI, du ministère de l'immigration du Québec. Qui est un peu plus long, mais là j'ai concentré. Parce qu'en fait, MIDI, c'est ministère de l'immigration, de la diversité, de l'intégration, intégration. Donc voilà, donc leur site. Alors, on a préparé les crayons à la main et le papier, parce que c'est long, c'est pas facile. En plus, ils auraient pu faire un site un peu plus facile, mais non. C'est sûr. Donc une fois que vous l'aurez tapé une première fois, vous l'avez, gardez-le, parce que vous n'avez pas envie de le taper à chaque fois. Donc c'est www.immigration du milieu. Le petit trait d'union. Du milieu. Québec.gouv, comme gouvernement, gouv, G-O-U-V.qc.ca. Bon, on va vous le mettre en dessous, www.immigration-québec.gouv.qc.ca. C'est simple. Alors. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire une recherche dans Google et mettre MIDI, immigration MIDI, et généralement vous le trouvez. D'accord. MIDI, c'est le petit acronyme. Le petit acronyme pour le ministère de l'immigration, d'inclusion. Donc vous commencez par cette page-là, et vous mettez dans le petit moteur de recherche, qui est généralement en haut à droite, et vous mettez « Vous évaluez en ligne ». Vous écrivez ça, « Vous évaluez en ligne ». Dans la petite recherche, quand on est sur le site internet. Quand on est sur ce site, pas dans Google. Donc quand on est sur ce site, on met « Vous évaluez en ligne ». Dans le petit moteur de recherche, et alors là vous allez arriver à une page qui vous permet de passer. Alors là faut se concentrer pendant 30 minutes à peu près, c'est assez long. Faut être patient. Oui, puis il faut le faire en une seule fois, parce qu'à partir du moment où vous quittez la page, vous pouvez dire tiens, je vais commencer puis je vais continuer après. Non, on le fait, on le finit, parce que je crois qu'en plus au bout de 30 minutes tout ça s'efface, tout revient à zéro. On peut pas l'enregistrer. Non, on peut pas l'enregistrer non plus. D'accord. Alors c'est assez pénible. D'accord. Donc en plus si vous voulez modifier vos réponses, faut tout recommencer à zéro. Enfin non, à la fin vous pouvez les modifier. Mais une fois que vous avez validé, il va vous donner votre résultat pour
les choix de réponse que vous avez donnés. Alors moi j'ai une question là-dessus parce que Oui. je me rappelle l'avoir fait. Est-ce que notre nom est enregistré? Est-ce Non, que je peux non, y aller non. plusieurs fois et changer Ah oui, du oui, tout oui. au tout? Parce que parfois Voilà, par du rapport tout aux au tout. études, Voilà. Alors, on on n'a pas change, forcément la connaissance. alors on en met un, on en met deux, enfin, C'est ça. on essaye plusieurs fois. Donc en fait c'est ça, D'accord. il faut le faire avec plusieurs choix d'options. Parce que en moi j'avais disant- peur qu'on soit enregistré et qu'après Non, comme je non. change on me prenne pour une menteuse Non, et non, que... non, non, non. Justement D'accord. là c'est de l'essai. Alors là vous pouvez y aller, D'accord. vous pouvez vous amuser avec le système et D'accord. rentrer plusieurs cas de figure finalement. Ah bah je vais m'amuser. Ah, voilà. Non, Alors, j'ai autre chose à faire. donc vous pouvez vous amuser à effectivement D'accord. tester si votre cas de figure familial à vous rentre dans les cases ou pas. Et alors D'accord. là, ce système-là, il va tester en fait tous les programmes valides au Québec. Sachant qu'attention, un baccalauréat au Québec, c'est pas un baccalauréat français. Ah non. Donc ça, où est-ce qu'on peut trouver? Ouais, alors il y a des sites qui font, si vous cherchez sur Google, comparaison des études au Québec et en France, vous allez trouver plusieurs tableaux. Oui, Qui je vous- crois qu'on le trouve d'ailleurs. Moi, je l'ai mis sur mon site, j'en ai mis un beau sur mon site. Voilà. Si vous allez sur vfimmigration.com, ah non, sur mon Facebook. Sur mon Ah Facebook, oui, je j'en l'ai ai vu mis sur un. ton Facebook, oui, effectivement. c'est sur mon Facebook que je l'ai mis. VF Immigration, j'en ai mis un qui est vraiment Très précis clair. et clair. Ouais, c'est Et il vrai. vous donne le nom exact et à quoi correspond C'est chaque vrai. diplôme. Tout Et à celui-là, fait. il est voilà. vraiment C'est pratique. C'est le Ouais. tien que j'ai vu qui est Ouais. très bien. Donc Ouais. allez chercher celui-là, comme ça vous aurez la correspondance Non, et des vous diplômes. aurez... Comment vous ça aurez. s'appelle déjà et à quoi ça C'est ça. correspond. Voilà. Donc, vous commencez par faire cette petite évaluation en ligne qui est D'accord. gratuite et anonyme. Voilà. Ça c'est parfait. Voilà, gratuite et Anonyme. Donc vous pouvez Voilà. en faire des centaines. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à tester. Alors moi, je recommande quand même d'être humble. C'est-à-dire que si votre niveau de français ou d'anglais est pas Hyper. hyper bon, c'est-à-dire que quand on dit que le niveau est avancé, c'est avancé quoi. On est capable de faire une dissertation en français. C'est par ça. exemple. Hein? Et puis on est capable de faire également une dissertation en anglais, Et voilà. de lire des textes Économique, économiques. voilà. C'est-à-dire que Avancer, c'est avancer. quand on est bilingue, c'est pas échanger 2-3 mots. Je veux Non, dire, non, quand on non. est bilingue, c'est qu'on rentre dans une entreprise dans laquelle on On va est vous capable parler de faire- tous les jours en anglais. Ne serait-ce ne pas passer l'entretien. Voilà, exactement. Et là, vous êtes bilingue. Si Enfin, vous êtes avancé. Ouais, oui, tu as raison. Parce que être Bilingue, bilingue, c'est encore c'est autre chose. vraiment C'est encore un comprendre niveau. 100% des mots et de ce qu'on vous dit. Et ça peut Donc, il faut parfois être un être choc. humble. Moi, je dis, la première fois, faites-le en redescendant peut-être d'une case. C'est ça. Déjà, vous voyez Donc, si pas ça pour votre niveau passait. d'études. Si vous avez Oui, vraiment non, le niveau d'études là, mais- et l'âge, alors là, ne changez rien du tout. Là, on reste honnête. Oh, bah j'ai 50 ans, j'en ai 25. Non. Non, mais là, c'est pas en votre faveur, ça serait plutôt l'inverse. J'ai 25 ans alors que j'en ai 50. Mais non, là, donc là, pour le coup, soyez humble. C'est-à-dire que vous dites, bon, bah, mon niveau d'anglais ou de français, mettez-le plutôt une petite case en dessous. Comme D'accord. ça, il n'y aura pas de surprise. Une mauvaise surprise. Donc, on commence par ça. Alors, il y a une question, c'est votre domaine de formation. Ça, c'est la question que tout le monde me pose. C'est quoi ce domaine de formation? Donc là, vous pouvez aussi aller dans le moteur de recherche du Midi. Vous rentrez domaine de formation. Vous allez arriver sur un document. C'est vraiment pas pratique. C'est un document de 20 pages en PDF où vous recherchez votre formation, à quoi elle correspond en fait. Donc en qu'est-ce gros, qu'elle si vaut. j'ai fait des études d'informatique, je vais avoir mon domaine de formation, c'est ça? Oui, ou- alors parce qu'il y a les domaines de formation à l'étranger et au Québec. D'accord. Donc, alors il faut que vous le passiez à, par exemple, si vous avez un bac, c'est du secondaire, donc le bac c'est le secondaire au Québec. Par contre, si vous avez un IUT ou un IUT, c'est DEC ou DEC, c'est ça. voilà. Et si vous avez une maîtrise ou non, avant c'est la licence en France. Licence, c'est ça, ouais, licence. Donc là, licence. ce sera un bachelor. Ou non, je me trompe. La liste. Moi, alors je connais pas trop, je- justement, les je- alors systèmes ça, je français. sais pas du tout D'accord. faire la comparaison Mais des non, deux. moi non plus, je suis pas non plus je suis pas experte. Je C'est sais pour ça que j'ai mon petit tableau. le DEC correspond à l'IUT. Ouais. Je sais que première Enfin, il y a le terminale bac. correspond au DEC Ouais, aussi. c'est et le ça bac, accroché. c'est 4 ans d'études, mais je crois que c'est en France, c'est 3 ans. Donc voilà, donc ça correspond à ça. Et du coup, vous regardez où vous tombez dans le domaine de formation, c'est-à-dire quelles études vous avez fait et ce que ça vous donne comme points, parce que ça va vous donner des points, jusqu'à 12 points, de 0 à 12. Donc il y a des domaines de formation, et en fait, ce que je recherche au Québec, c'est qu'il y a des domaines de formation, ils n'en ont pas besoin, donc ça vous donne 0 points. Vous pouvez avoir un master en je sais pas quoi, si on n'en a pas besoin au Québec, ça va vous donner 0 points. Mais est-ce que pour autant mon immigration sera refusée? Non, c'est pas D'accord. un critère de sélection, De sélection. qui vous est éliminatoire. D'accord. Mais il faut quand même que s'attribuer ses points. Donc là, c'est pareil, si votre diplôme n'existe pas, allez voir si le diplôme en dessous existe. Parce que si ça se trouve, l'ingénieur n'existe pas, mais le technicien existe.
Donc, à la limite, a priori, parfois il y a des diplômes de techniciens, par contre, au Québec, qui sont tellement, mais tellement spécifiques et sont très techniques, ce qu'aura pas forcément appris l'ingénieur, qui vont pas vous le donner non plus. Donc, en fait, ça dépend des métiers. Mais parfois, souvent, on dit, allez revoir si celui d'en dessous correspond plus à ce que vous avez fait, peut-être. D'accord. Voilà. Parce que suivant les pays, c'est vrai qu'en plus, on n'appelle pas forcément les mêmes choses. C'est un peu compliqué parfois de trouver sa profession au Québec, parce que c'est pas les mêmes noms. C'est vrai. Donc c'est un peu compliqué. Le kiné, par exemple, c'est le chiropracteur. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut un peu jongler avec le domaine de formation. Donc peut-être avant de commencer l'évaluation en ligne, amusez-vous à trouver déjà votre... Parce que ça, on perd du temps. On peut perdre facilement 20 minutes à trouver son domaine de formation. Donc allez chercher votre domaine de formation, voir exactement qu'est-ce que vous avez fait. Bon, pour ce qui est de la scolarité, généralement, on s'y retrouve. L'âge, on s'y retrouve très très bien, sauf que sachez qu'au-delà de 43 ans, c'est 0 point. Et je dirais qu'à partir de 40 ans, ça ne rapporte plus grand-chose. Donc l'âge... Ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera refusé. Non, c'est pas un critère d'inéligibilité. Le seul critère d'inéligibilité, je dirais, c'est qu'il faut avoir fini son secondaire. Son secondaire, avoir fini les études secondaires. D'accord, donc en fait, quelqu'un qui n'a pas été aux études secondaires, mais qui a un métier quel qu'il soit, non, il ne peut pas. Ça, c'est un critère d'admissibilité. Il faut au moins avoir fini ses études secondaires. Comment il fait dans ces cas-là? Il doit reprendre ses études? Il faut au moins finir son secondaire. Il faut qu'il aille passer son bac. Ouais, son bac, ou au moins un diplôme, parce qu'il y a des pays, ils ne passent pas le bac non plus, ils ont juste un diplôme du secondaire qui justifie qu'ils ont terminé leur secondaire. Sachant que le secondaire au Québec, c'est 11 ans d'études. Donc, parfois, il y a des... Donc, quelqu'un qui s'est arrêté en 3e et qui a commencé à travailler. Il faudrait qu'il fasse des... Il peut pas se faire une équivalence avec ce qu'il a travaillé. Si, alors, il y a des fois, ils le font. Les évaluations comparatives permettent de dire, oui, mais après ça, il a réussi. Parce qu'il y a certains pays qui donnent des passerelles et qui permettent de reprendre des études techniques. Et du coup, il a repris des études techniques. Donc du coup, l'évaluation comparative va permettre d'établir qu'il y a eu effectivement... Alors si je me suis arrêtée en 3e, est-ce que je peux reprendre quand même un DEC? Non, parce que le DEC, de toute manière, ils vont vous demander de justifier les études secondaires. Ouais, les secondaires. On ne peut pas commencer au cégep et un DEC si on n'a pas fini son secondaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est important de le savoir. Les études, il y a un minimum à avoir. Après ça, tout ce qui est l'expérience professionnelle, qui ne sont pas forcément reliées au domaine de formation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir étudié pharmacie, et puis en fait, vous êtes découvert une passion pour autre chose. Vous êtes devenu, je ne sais pas moi, bouchère. Bouchère, alors du coup, vous avez plein d'années d'expérience en tant que bouchère, alors votre domaine de formation était pharmacienne, et ça n'a rien à voir. Là, vous répondez vraiment à chaque question de façon séparée. D'accord. Mais ça n'est pas non plus un critère d'inéligibilité. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Donc l'expérience professionnelle, sachez qu'en dessous de 6 mois, c'est 0 points. Au-dessus de 6 mois, vous commencez à accumuler des points. D'accord. Donc il faut déjà avoir un petit peu travaillé. C'est mieux. C'est mieux. Donc ça aide. Après ça, il y a les tests de langue. Les tests de langue, c'est important. Donc l'applicant principal, il doit passer... qu'on soit français ou pas, enfin qu'on soit francophone ou pas, j'allais dire, tout le monde passe le test de français. Oui. Mais c'est pas, il y a pas, ne dites pas, j'ai passé mon bac en France, c'est pas grave. C'est ça. Vous avez beau être, comment est-ce qu'on dit, mother tongue, vous êtes né, c'est votre langue maternelle, vous parlez couramment français, vous êtes dans les lettres, vous savez écrire, vous savez parler, vous êtes philosophe. Peu importe, quel que soit, vous ne faites jamais d'erreur, vous n'êtes pas du tout dyslexique, vous êtes excellent. De toute façon, vous passerez le français. Ouais. Donc, et puis, vous aurez plus de points qu'une personne comme moi, par exemple, qui va faire 10 000 fautes à la minute et qui pourtant s'exprime très bien. Mais donc, tout le monde passe le test de français, quelles que soient vos racines. C'est ça. Et votre niveau de langue, tout le monde le passe. Et alors là, l'important, c'est d'obtenir le niveau B2. Et puis, je peux dire que par expérience, il y a des francophones qui sont à voir à l'examen en y allant assez relax, en disant ça va être facile. Il n'est pas facile l'examen. Il n'est pas facile du tout. Moi, je suis même pas sûre que j'aurai le niveau B2. Préparez-vous. Moi, je dirais, il y a des petits... en ligne, on peut trouver des petits tests pour s'amuser à pratiquer. Vous amusez pas si vous êtes francophone à vous donner un mois de préparation. Non, c'est 24 heures avant l'examen. On regarde au moins à quoi ça ressemble.
T'as des idées de sites comme ça ou en fait, ça s'appelle comment ce diplôme? Il y a plusieurs, il y a le TEF, il y a le TEFAC, il y a plusieurs examens qui sont le midi, il y a 6 examens qui sont possibles à passer. D'accord. Chaque examen, en fait, il y a un lien et puis on sait, suivant sa zone géographique dans le monde, il vous dit où est-ce qu'on va s'inscrire. D'accord. Donc en fait, il suffit d'aller voir dans son pays où est-ce qu'on peut passer ces examens-là. Mais sachez qu'ils ne sont pas faciles. Et puis, suivant l'examen, allez retrouver en ligne des questions de type pour au moins être préparé psychologiquement, j'allais dire, à ce à quoi vous allez être confronté. Il y a ces 4 épreuves, une orale, une écrite, compréhension orale. Sachant qu'à un moment, il y aura effectivement une entrevue avec quelqu'un où vous devrez parler. Et, c'est assez rapide. En 10 minutes, vous devez démontrer votre niveau de langue. Expression écrite, c'est en une demi-heure, faire 2 petites rédactions. Compréhension orale, compréhension écrite, c'est un texte audio. Si je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je peux être éliminée pour ça? C'est pas au numéro de faute. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une mauvaise note, quoi, c'est ça. Et alors, le problème, c'est que sur chacune des épreuves, il faut avoir le niveau B2. Sur chacune. C'est pas parce qu'il y en a une, vous aurez C1 et l'autre B1. Mais alors, comment fait un dyslexique? Il peut prouver qu'il est dyslexique quand même? On va lui permettre. Non, je sais ou un dysgraphique. Je sais qu'il y a eu. Un dysorthographique. Je sais qu'il y a des personnes. Il y a un niveau. Il y a des examens qui sont adaptés pour des personnes handicapées. Alors, je sais pas si. À quel niveau d'handicap. Je sais mais pas. Si, c'est un handicap. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une réalité, très honnêtement. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, je suis une personne dyslexique qui, quand elle écrit des textes, fait des fautes. Parfois, je ne fais pas de fautes et je me corrige des fautes, d'ailleurs. Non, mais je me corrige en faisant des fautes. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Et pourtant, je suis littéraire, j'aime écrire. Non, mais je sais qu'il y a je sais que je ne suis pas la seule, malheureusement, comme ça. Donc, je pose cette question parce qu'elle peut intéresser beaucoup de personnes. Et effectivement, je sais que sur la page, il y a un lien où si vous avez un handicap quel qu'il soit, indiquez-le. Et voilà, il y a des examens adaptés. Voilà, et ici, ce n'est pas un... Enfin, je veux dire... C'est vrai que le mot handicap peut choquer, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose de mal vu que d'être atteint de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie. Non, mais ça peut être aussi un handicap visuel. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer l'examen sur un ordinateur, donc ils s'adaptent. Donc ça fait partie de... C'est un handicap, ne soyez pas choqués, on n'est pas en train de vous traiter d'handicapé, mais... Il n'y a rien de mal. Voilà, mais voilà, c'est un mot, donc... C'est ça, humble, quand on disait humble tout à l'heure, revenons-y aussi pour ça. Oui. Donc voilà. Et même que ce soit dans l'élocution, si vous avez un problème d'élocution à l'oral, ne pas hésiter à l'indiquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc on fait ça, on fait l'examen de français. Quoi qu'il arrive, tout le monde passe par la case examen de français. 100% des francophones y ont droit. 100% des futurs immigrants doivent le faire. C'est ça. Donc le TEFAC, là, ce qui est intéressant avec cet examen-là, c'est que si vous avez 3 épreuves B2 et une des épreuves, vous avez un peu moins réussi, vous pouvez repasser que cette épreuve, parce que ça coûte cher ces examens. Donc parlons-en. Oui, parce qu'il y a des examens, ça coûte en gros $400. D'accord. Donc si vous devez repasser l'examen dans son intégralité, il faut remettre $400 sur la table. Alors que le TEFAC, il vous permet de repasser juste l'épreuve que vous avez échouée. Alors j'ai une petite question. La personne a déjà immigré ici. C'est un étudiant qui termine ses études ou un travailleur autonome qui est venu avec un visa de travail et qui va demander sa résidence permanente. Il passe ici aussi cet examen? En fait, ça dépend des cas. L'étudiant, s'il a fait, de mémoire, c'est 3 ans, un diplôme de 3 ans en français, en langue française uniquement, lui, il est exempté. D'accord. Le travailleur autonome, il doit refaire. Ouais. C'est juste dans le cas des étudiants parce qu'ils peuvent démontrer... Ah non, je te dis des bêtises. Le travailleur qui est ici au Québec, il peut démontrer s'il a obtenu n'importe où sur la planète un diplôme en langue française, mais c'est seulement en français. D'accord. Mais là, eux, ils peuvent parce qu'ils sont déjà au Québec. D'accord, donc quelqu'un qui est déjà au Québec, lui, il peut être exempté. Mais il y en a, ils choisissent de le repasser parce qu'ils ne retrouvent plus leur baccalauréat, ils ne retrouvent plus rien. Donc ils disent, c'est quoi le plus simple, c'est que je le refasse parce que là, le temps que je réunisse tous les documents, là, je vais perdre trop de temps, le plus simple, c'est de faire l'examen. D'accord. Mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur, eux, ils n'ont pas le choix. Donc voilà. Donc l'évaluation comparative des diplômes. Il faut le faire. Pourquoi ? Parce que en plus, le système va changer et dans le futur, il va falloir obligatoirement le faire. Donc, autant le faire maintenant. D'accord. Ça vous permet de savoir qu'est-ce que vaut votre diplôme aujourd'hui au Québec. À quoi est-ce qu'on part ? Donc,
ça correspond à pourquoi refaire des études, en fait. Aussi, ça C'est va répondre à la question d'Ali, je pense. C'est Ali qui posait cette question-là, qui disait en fait pourquoi je dois refaire des études alors que j'ai déjà tout fait dans mon pays. C'est ça. Mais en fait, l'évaluation comparative, elle va évaluer si dans votre diplôme, cursus de diplôme, vous avez fait vraiment tous les cours qu'on donne au Québec. D'accord, donc en fait c'est ça. Et ils demandent également le programme, c'est ça? Ils demandent tout. Voilà. Ils demandent la maille curriculaire et là ils vont vérifier si tous les cours que vous avez pris sont donnés au Québec ou si vous en manquez. Parce qu'il y en a parfois vous avez pris qui ne sont pas offerts au Québec et inversement il y en a qui sont donnés au Québec et que vous n'avez pas fait. Et qui sont importants. Et qui sont importants pour le Québec, pour pouvoir exercer la profession au Québec. Donc c'est là qu'ils vont peut-être vous demander de refaire certaines choses. Certains cours. Voir tout. Voir tout. Ouais, là, voir tout, là, c'est la cata. Mais bon, c'est pas tout. D'accord, donc en fait on n'est pas malgré tout obligé de tout recommencer, c'est juste repasser certaines choses. Ça dépend des cas, ça dépend des professions, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. C'est du cas par cas, là je peux pas répondre malheureusement à la question. Mais l'évaluation comparative va vous servir pour vous dire, tiens, mon diplôme, il est reconnu ou pas, parce qu'il y a des diplômes qui sont simplement pas reconnus. Du tout. On va vous dire, là, ce diplôme-là qui est donné dans cette université à tel endroit, alors là, on le reconnaît pas du tout. Parce que les professeurs sont pas forcément... n'ont pas reçu la bonne formation, les cours donnés ne sont pas au niveau international. Donc voilà, là ils vous le disent clairement, c'est pas reconnu. Et d'autres ils vont dire, non finalement vous, votre diplôme d'ingénieur, on va plutôt le reconnaître comme un DEC, peut-être un programme un peu plus en dessous que technicien. Donc c'est important de le faire parce que moi, après ça, vous avez les valeurs sûres pour pouvoir vous comment évaluer. on s'y prend? Elle se fait en ligne. Vous allez en ligne, toujours sur le Midi, le petit site. D'accord, donc toujours connu de tous maintenant. .immigration-québec.gouv.qc.ca. Et là, on tape évaluation comparative. Et ça se fait, vous allez voir, tout arrive, le formulaire. On vous donne exactement les instructions. Alors ça, pour le coup, c'est simple. Il y a pas... Mais est-ce qu'on doit envoyer des documents? Oui, il faut tout envoyer. D'accord, peut-être pas les originaux non, quand même? jamais. On envoie. De toute manière, c'est une ligne, ça c'est une règle d'or. On n'envoie jamais de documents originaux. D'accord. Au mieux, certifié conforme, mais voilà. Certifié conforme, c'est pas obligatoire? Non, c'est pas obligatoire dans tous les cas de figure, mais ils le précisent s'ils ont besoin de quelque chose de certifié conforme. Généralement, dans l'évaluation comparative, ils demandent souvent que ce soit l'institut qui envoie directement le sous-cachet fermé. Ils veulent pas que. D'accord, ça passe pas par la personne diplômée. Voilà, c'est directement l'étude. Mais ça, tout est indiqué sur le site, donc il n'y a pas de problème. Donc, un point très important, avant de faire les démarches, on vérifie si sa profession est réglementée ou non au Québec. Alors, qu'est-ce qu'une profession réglementée au Québec? Ça veut dire qu'il y a un ordre professionnel, voilà, il y a un ordre professionnel. Donc, d'accord. actuellement, de mémoire, il y en a 43 ou 53, là, je ne sais plus. J'ai 43, il me semble. 43 professions. Donc, en fait, il y a des professions sur lesquelles il y a un ordre professionnel qui est là pour protéger la profession et qui régit un peu la réglementation de la profession. Exactement. Et donc les diplômes qu'on doit avoir. Et puis, non, mais c'est surtout qu'on doit être inscrit à cet ordre pour pouvoir exercer sa profession. D'accord, donc en fait, je suis infirmière, dentiste, médecin, chiropracteur, etc. Il y a un ordre professionnel. Je dois m'inscrire à cet ordre professionnel. Oui, je dois faire évaluer mes diplômes par cet ordre professionnel. Par eux ou par... Je pense qu'ils font d'abord l'évaluation comparative. Ça dépend aussi de... Chaque profession a ses méthodes de... D'accord, donc est-ce que je dois d'abord aller sur le site de l'ordre professionnel avant d'aller sur le site du Midi? Non, vous commencez par le Midi et vous allez sur profession réglementée. D'accord. Et là, il va y avoir toutes les professions réglementées listées. D'accord. Par ordre alphabétique. Et vous faites directement clic sur votre profession. D'accord. Et ça va vous renvoyer sur l'évaluation des diplômes. Non, sur directement la réglementation, enfin l'ordre qui régit votre profession. D'accord. Et là, toutes les instructions vont être données. Vous voulez être infirmière, vous allez directement sur l'ordre des infirmières en cliquant sur infirmière. Et ils vont vous donner les instructions pour pouvoir faire... D'accord. Et là, ce sera l'ordre des infirmières qui va faire l'évaluation des diplômes. Oui, exactement. D'accord. Donc, en fait, l'évaluation des diplômes, je ne le fais pas forcément par l'immigration. Il faut commencer par voir si votre profession est réglementée ou pas, suivre les instructions de l'ordre. D'accord. Et une fois que vous êtes... Parce qu'en fait, l'ordre, il va vous donner un certificat qui dit que c'est bon, vous êtes reconnu en tant que... Et vous pouvez exercer votre profession au Québec. Donc, la première chose à faire, c'est cliquer sur le site du Midi, réglementation. Profession réglementée. Profession réglementée. D'accord. Donc là, on recherche la profession réglementée. Si on n'apparaît pas là, on n'apparaît pas, déjà tranquille. Et donc là, on peut aller... On peut passer à domaine de formation.
domaine de D'accord. formation, parce que là, on perd du temps à chercher généralement. Et ensuite seulement, on va aller sur vous évaluer en ligne. D'accord. Et là, on va gagner du temps parce qu'on a 30 minutes pour répondre à toutes les questions, Ok. aussi bien pour soi-même que pour son conjoint. Les enfants, il y a juste le nombre d'enfants, donc ça c'est assez rapide. Mais le conjoint, il faut avoir toute l'information aussi pour le conjoint. Donc quand on fait le domaine de formation, on le fait aussi, on le cherche tout le aussi monde, pour le conjoint. Juste pour les 2 adultes en fait. C'est ça. Les enfants, non, c'est pas grave. Mais on perd tout ce temps avant de faire l'évaluation en ligne parce que je vous dis, c'est assez rapide. Il faut avoir toutes les questions, les réponses sous main pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à toutes les réponses. Et donc le point qu'on avait dit au début, vous recevez la réponse une fois que vous pouvez changer vos réponses, mais une fois que vous avez cliqué sur peser sur le bouton définitif qui soumet la demande, vous allez recevoir un oui ou un non finalement. On va dire donner votre par rapport aux réponses. Mais après, c'est pas parce qu'on vous a dit non qu'on peut pas refaire le test en changeant. En changeant. Alors on change, mais on change pas en disant. Oui, on s'invente pas une vie non plus. On s'invente pas une vie non plus. On refait pas le monde là. C'est juste que peut-être que si j'augmente un peu mon niveau de français, peut-être que je vais prendre un coup. Peut-être que je me suis un peu trop aussi. Finalement, je me suis un peu trop rabaissée. Non, je me suis trop rabaissée finalement. Évidemment, j'ai mis que j'étais. Alors finalement, je suis un peu au-dessus quand même. Faut pas exagérer. Vous parlez français, vous écrivez français, vous êtes bon en français. Mettez que vous êtes avancé quand même. Faut pas exagérer non plus. Mais sachant que le conjoint, c'est que l'oral. Le français, c'est que l'oral. Il ne sera pas testé à l'écrit. Non, il faut changer quelques critères en disant bah oui, non, mais là, j'ai dit que j'avais pas ça, mais en fait, c'était ça. Et les études peuvent donner plus ou moins des points? Ah bah oui. Oui, donc c'est ça. Donc vous vous trompez aussi dans votre domaine d'études. Non, puis ça va très vite, parce qu'il y a un seuil, il y a des points de seuil pour passer, là. Et si vous ne passez pas ce seuil d'admissibilité, bah là, vous ne serez pas retenu en tout cas pour le programme Mon Projet Québec. D'accord. Alors, Mon Projet Québec. Alors, Mon Projet Québec, c'est ça, là. Parce qu'en fait, là, pour l'évaluation en ligne, c'est en fait pour tout ce qui est l'immigration économique. On vient en tant que travailleur qualifié. Et donc ça, c'est plus pour la résidence permanente? Oui, c'est que pour la résidence. Ou l'entrée... Non, là, je parle que du Québec. D'accord. Donc là, c'est Mon Projet Québec, forcément. D'accord. Donc, une fois que vous êtes évalué en ligne, le système va vous évaluer par rapport à Mon Projet Québec, éventuellement entrepreneurs, travailleurs et gens d'affaires. Mon Projet Québec, c'est tous ceux qui viennent, par exemple, je suis un métier recherché, ça fait partie de Mon Projet Québec. Exactement. C'est ça, d'accord. Donc en fait, ce système-là, il va vous permettre de voir si vous tombez dans la catégorie Mon Projet Québec, ou plutôt travailleur autonome, ou plutôt investisseur, ou même entrepreneur. D'accord, donc ça en fait, une fois qu'on a passé vous allez toutes ces répondre étapes, à ces questions, ils vont vous dire, est-ce que vous avez déjà géré une affaire D'accord, et là ils vous disent, vous êtes plutôt évalué pour ça. Voilà, il va vous le dire, à la fin il va vous dire, bah non, vous, ou aucune des catégories, ou plutôt Mon Projet Québec, ou plutôt investisseur, ou entrepreneur, ou travailleur autonome. Sachant que on l'a dit la semaine dernière, qui sont fermés. Mais au moins vous allez avoir une idée à peu près claire. Ça ne veut pas dire que c'est une évaluation préliminaire, et puis elle est basée sur vos réponses à vous. C'est pas parce que vous avez un oui définitif que ça sera oui définitif. Et si c'est un non, c'est pas non plus un non définitif. Il n'y a rien d'assuré, il n'y a rien de concluant, c'est juste pour vous donner une idée. En fait, c'est pour vous donner une idée. Voilà, vous prenez la température, vous savez si vous avez des chances ou pas du tout. Et même si c'est pas du tout, à la limite, je dirais, faites-vous réévaluer parce que peut-être que vous avez mal répondu aux questions. Donc voilà. Et Mon Projet Québec, après ça, il y a des critères de sélection. Il y a un seuil d'admissibilité qu'il faut absolument passer, suivant qu'on est tout seul ou avec des enfants et conjoints. Et ensuite, à la fin, il y a une deuxième étape de pointage. Toute la grille se trouve en ligne aussi. Si vous faites grille de sélection Mon Projet Québec, vous allez tomber dessus et vous allez pouvoir vous évaluer avec les points. D'accord. Mais et c'est pas très très compliqué, mais je dirais commencez par vous évaluer en ligne parce que ça donne quand même une bonne idée de là où c'est ça, de là où on peut aller. Si vous êtes vraiment vous démarrez dans les recherches, commencez par là. Donc en fait, la première grande étape, c'est d'aller s'évaluer en ligne et d'aller donc sur le site du Midi. De toute manière. Et c'est pas parce qu'on vous dit non que ce n'est pas possible. Non. Et comme c'est anonyme, de toute façon, on peut refaire en modifiant un peu les réponses sans s'inventer une vie. Non. Voilà. On refait pas le monde. Voilà, et après, c'est pas non plus parce que dans les critères dans l'évaluation en ligne, on a dit non que ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, les personnes peuvent éventuellement prendre contact avec toi et voir comment monter leur dossier. On peut voir s'il y a une solution. D'accord. Donc, un problème d'interprétation, parce qu'il y a des gens qui interprètent mal leur domaine de formation ou leur diplôme.
Donc parfois... Donc toi, tu peux parfois aider les gens à mieux savoir comment remplir leur évaluation en ligne aussi. Oui, ou, aussi, oui. Voilà, On sans peut- prendre on peut forcément faire un tout le rendez-vous dossier. par Skype et puis faire en ligne ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à Valérie. On ne saura que le répéter ou à venir me poser des questions, mais régulièrement, je vous réorienterai sur Valérie parce que tout ce qui concerne quand même la réglementation et l'immigration, c'est son métier. Elle a le droit de vous en parler. Moi, je pas vraiment. Mais non, vraiment, donc c'est vraiment important. Je suis pas là, enfin, l'émission n'est pas là pour vendre Valérie. Mais c'est vrai que ne vous fermez pas des portes. J'ai déjà eu, cette semaine ou la semaine dernière, quelqu'un qui m'a écrit en me disant « J'ai fait mon évaluation en ligne, j'ai eu un nom, donc je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. » Bon voilà, faites appel à Valérie, vous ferez un petit Skype de, je sais pas, une demi-heure, une heure. Alors, c'est pas gratuit, hein, mais vous ferez un petit Skype et puis Valérie vous aidera. Mais ça permet au moins voilà. de s'éclairer pour un petit 100 $. Au moins, on a une réponse professionnelle, claire et nette. Et puis au moins, on sait où on va. Exactement. Parfois, Donc, vous c'est un bon investissement plutôt que de perdre son temps parfois. Et puis que de se fermer une porte quand on rêve d'une immigration et que Puis à la limite, si vous recevez un nom, même de ma part, et au moins vous l'avez reçu, mais vous ne perdrez pas votre temps, des années à essayer de ramer contre le courant. Voilà, à rêver. Voilà. Donc, parfois, il vaut mieux une réponse rapide et nette et claire. Bon, et parfait. Voilà, donc vous êtes courage sur le site du Midi. Accrochez-vous. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, exactement. Bon. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Valérie. Au revoir. Et nous on se retrouve après la pause. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Marie-Aude. Bonjour Géraldine. Bienvenue dans les mardis d'immigration. Mais merci à toi pour l'invitation. Voilà, un grand merci d'être avec nous. Donc j'aimerais que tu nous partages un peu ton parcours d'immigration, 7 ans, un peu plus de 7 ans que tu es ici. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu es arrivée et puis quelle a été ton envie? Qu'est-ce qui t'a fait arriver en fait au Canada et plus particulièrement au Québec? Alors en fait, moi je travaillais dans le sport automobile en France, les courses sur glace. Et puis je suis venue à Sherbrooke, dans la ville de Sherbrooke, à 4-5 reprises, justement avec toute la logistique des courses sur glace. Et puis je suis tombée en amour avec le Québec. Et non pas avec un Québécois. C'est ça, donc je suis tombée en amour avec le Québec. Et puis, je me suis dit, un jour, quand j'arrêterai de travailler dans l'événementiel, parce que travailler dans l'événementiel, c'est très prenant, et puis on n'a vraiment pas de vie de famille, je me suis dit, pourquoi pas j'immigrer au Québec. Montréal plus particulièrement. Là, d'accord. Puisque pour trouver un emploi, etc., Montréal, c'est quand même la ville plus facile. Il n'y a pas la barrière de la langue. C'est surtout ça. Ça, c'est sûr. Oui. Donc la piqûre m'a prise et puis je ne voulais pas venir... j'étais vraiment sûre de mon choix. Mm-hmm. À l'époque, j'étais avec mon ex-conjoint qui vit toujours ici, avec qui j'ai un petit garçon. Et puis, on s'est dit, on va faire un dossier directement. À l'époque, on pouvait faire un dossier de résidence permanente. D'accord. Sans trouver de travail, forcément. Le dossier a duré 1 an et demi. Ça, c'est bien, c'est rapide, 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, donc il ne faut pas être pressé. Puis, on avait nos emplois respectifs en France encore, donc... vous attendiez, vous continuiez tranquillement. On a vraiment continué notre vie tranquille. Et puis un jour... donc, c'était pas mal d'étapes. Puisqu'on a dû faire... c'était vraiment 3 grandes étapes, 3 étapes, concernant... c'est surtout, il y avait l'aspect médical aussi. D'accord. Puisqu'on devait aller à Paris, passer des radios des poumons, voir un médecin canadien, etc. Et puis finalement, on a reçu un beau courriel au mois de mars 2010 nous disant qu'on avait 1 an pour venir nous établir ici au Québec. Wow. Ouais. Et donc, vous avez déménagé à quelle saison? On est arrivé l'été. D'accord, ça c'est plutôt une bonne idée. Alors oui, c'est une excellente idée d'arriver l'été pour ne pas être écœurée de l'hiver. Moi, je connaissais l'hiver, donc j'avais pas de problème avec ça. Et puis en France, je travaillais en montagne tout l'hiver, donc j'avais pas de problème avec ça. C'était pas trop inquiétant. Surtout que je tiens quand même à dire que je vis mieux les hivers ici qu'en France, puisqu'ici, il y a beaucoup moins d'humidité. On est d'accord.
Et... Je suis vraiment dans ce cas-là aussi. Ah oui, vraiment, c'est vraiment un froid différent. Bon, des fois, on a des moins 30. Donc, il faut... Là, c'est les narines qu'on prenne à coup, mais... C'est ça. Mais là, il faut s'adapter. Puis, tous les vêtements ici sont adaptés aussi pour l'hiver. Donc, et puis, on a décidé de venir ici l'été. On est arrivé fin juillet 2010. Vous aviez déjà un enfant? Non. D'accord. Non, notre fils Mathis est né ici. Il a 4 ans et demi. Et puis, c'est ça. On a fait le saut. C'était pendant nos vacances de France. On a même vendu la voiture à l'aéroport de Paris pour venir immigrer ici. Oui, je suis hyper organisée. Donc, on a vendu les meubles. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner, ici, il y a vraiment des magasins comme en France pour acheter des meubles. Donc, il n'est pas nécessaire de faire venir, à moins que ce soit des meubles de valeur, de famille. Mais sincèrement, ça coûte vraiment cher pour le résultat. Là, donc, non, mais c'est vrai que nous, on a fait le parti pris de tout emmener. Et puis finalement... on aurait pu venir avec rien. C'est qu'on était plus attaché à nos objets qu'à la maison, mais c'est vrai que je pense que c'est plus simple de ne rien prendre. Il y a un excellent d'ailleurs constructeur suédois. Oui, c'est ça, je voulais pas donner le nom. Et puis on peut même aller manger là-bas si on veut en faisant nos cours, donc c'est parfait. Mais c'est ça, moi ce que je conseille, nous ce qu'on a fait en tout cas avec mon ex-conjoint, on est arrivé avec 4 valises. Ouais. Et puis ça permet aussi de repartir à zéro. C'est ça. Quand on est arrivé, on s'est installé dans une famille, histoire de s'adapter. Histoire de s'adapter vraiment à la vie québécoise, parce que je vais vous sortir une expression québécoise, veut pas. Voilà, je ne connaissais pas cette expression. Voilà, veut pas. Veut pas. Pour s'intégrer, il n'y a pas plus facile que d'être dans une famille. Il y a beaucoup de familles qui louent des chambres. Et puis, ça a vraiment, vraiment été une très, très belle intégration. Oui, ça, j'imagine que ça doit être une très belle expérience. Ben, déjà, et que veut dire veut pas? Ben, veut pas, ça c'est difficile parce que c'est dans ma tête, là, mais veut pas, ça veut dire... ça va me revenir. Ne pas peut-être s'empêcher de s'ouvrir à l'autre ou... Non, c'est plus... non, c'est vraiment une expression commune. Il faudrait que je trouve... moi, je parle plus trop le français, hein. Je parle vraiment le québécois. Incroyable, voilà, en 7 ans et demi. Oh là là, Marie-Aude, je rêve d'en arriver là, mais moi, je travaille pas beaucoup avec des Québécois, alors c'est... Mais ceci dit, les gens trouvent que j'ai vraiment un accent français. Les Québécois. Ici? Oui. Ah, pourtant. Et puis quand je vais en France, tout le monde m'appelle Céline. Donc, pour Céline Dion, bien entendu. Donc, voilà. Et puis, donc c'est ça, on est arrivé dans la famille. Mon ex-conjoint a tout de suite trouvé un emploi parce que ce qu'on avait fait, lui était joueur de rugby professionnel en France. Et puis, il avait repris ses études d'éducateur spécialisé et il avait la possibilité de venir faire un stage ici. Et puis, il l'a fait à Montréal, justement, avant qu'on immigre, pour savoir si... ça allait lui plaire parce que c'est un changement vraiment drastique bien sûr. D'immigrer. Et puis, il a été, quand on a immigré, il a été embauché par les personnes qui lui avaient proposé le stage. C'était très bien organisé quand même, hein? Oui, bah ça fait partie très structuré, un projet bien planifié. Oui, tout à fait. Oui, moi je suis comme ça dans la vie, hein. Je suis une ancienne danseuse de ballet, hein. Donc rigueur, organisation, donc c'est ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, suivez l'exemple de Marie-Aude, parce que je pense que, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais le projet bien bâti, même si on est d'accord qu'il peut évoluer, on peut avoir une idée précise et puis finalement passer à autre chose. Un projet bien bâti, ça aide quand même à avoir plus de douceur quand on arrive, plus de... Oui, et puis un autre point aussi, ne jamais vous fier à des propos que les gens peuvent avoir. « Ah, moi, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. » Les lois changent, les règles changent, donc allez du côté des gens comme Géraldine qui s'informent, qui savent exactement quelles sont les étapes, parce que on peut se retrouver devant
devant quelque chose qui n'existe plus, où les règles ont changé. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre de l'information auprès des gens qui s'informent sur l'immigration. C'est sûr. J'ai entendu notamment sur la citoyenneté encore il n'y a pas longtemps, alors que la loi venait de changer, mais des choses... donc non. Renseignez-vous auprès des personnes qui lisent tous les jours et qui s'informent tous les jours sur ce qui se passe. Mais bon, enfin voilà, ça c'est encore une... Mais c'est vrai que oui, c'est important. Et vraiment la construction d'un projet. J'ai une petite question, tu peux me dire je ne souhaite pas y répondre ou il n'y a pas de problème. L'idée c'est que vraiment on partage des vraies expériences, que ce soit de la réalité, mais les gens ne sont pas obligés de répondre. Est-ce que la séparation avec ton conjoint a un rapport avec l'immigration? Est-ce que ça vous a secoué ou... Non, pas du tout. D'accord. Non, ça n'a pas de rapport à... Non, c'est un... Bon, notre vie de couple s'est arrêtée ici. Après, quand on se sépare, quand on est deux Français... Bon, on va parler des Français, étant donné qu'on est Français, mais quand on est deux Français à vivre une séparation, par contre, il faut vraiment bien s'entendre parce qu'on est loin de sa famille, on est loin de ses amis. Nous, on a su créer avec mon ex-conjoint vraiment... on n'a pas réussi notre mariage, mais je dirais qu'on a réussi notre divorce. Amitié. Et puis, on est là pour notre enfant. Et puis, on a vraiment la même éducation. On s'appelle à chaque fois pour recadrer les choses avec nous. Ça, c'est important aussi parce que quand on est loin des siens, on ne peut pas prendre conseil. Déjà, il y a le décalage horaire. C'est ça. Appeler maman à 19h, heure de Montréal, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, c'est ça. Mais non, rien à voir avec l'immigration. Puis on a d'ailleurs décidé de rester vivre ici. Tous les deux? Oui, tous les deux. Oui, définitivement, on ne repartira pas vivre en France. Et mis à part le choix d'être vraiment tombé en amour du Québec, qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour du Québec en fait? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Qu'est-ce que t'es entre guillemets venu chercher que tu n'avais pas ou qu'est-ce que... Déjà, la première chose qui m'a frappée en arrivant, la première fois que j'ai mis les pieds à l'aéroport de Montréal, c'est la courtoisie des gens. La courtoisie des gens, c'est fou. Puis plus on avançait dans notre immigration, plus on se rendait compte que c'est pas du tout comme la France. Vous avez besoin d'un renseignement, vous arrêtez quelqu'un dans la rue, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Je critique pas la France parce que ça fait 7 ans et demi que j'y suis plus, puis je sais plus du tout comment on vit là-bas, puisque ma vie est désormais ici, mais c'est cet aspect-là. Qui est venu vous chercher, la gentillesse, la douceur, le respect. Juste en voiture, là, de se laisser passer comme ça sur un pont, là. Ouais. À Sans Paris, d'avoir personne qui vienne forcer. Forcer. Des gens qui font la file pendant 2 ou 3 kilomètres. Alors, il y a toujours un imbécile qui va essayer de... Moi, souvent, je me dis, tiens, c'est un Français. Oui. Non, moi, je suis mauvaise, mais... J'ai un petit peu cette réflexion-là aussi. Puis le seul klaxon qu'on entend, c'est quand les gens ferment leur voiture. Oui, c'est ça. Moi, la première fois que je suis arrivée, que j'entendais les klaxons, j'avais toujours tendance moi aussi, à me retourner. Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, non, c'est juste une voiture qui se ferme. C'est ça. Donc, c'est ça, ouais. Bon, parfait. Et toi, professionnellement, quand tu es arrivée ici, est-ce que ça a été plus difficile? Est-ce que tu as t'as mis plus de temps à trouver un travail? Est-ce qu'il a fallu que tu te réinventes? Comment... Alors déjà, moi je suis pas bilingue. Je suis arrivée en n'étant pas bilingue. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. Quand on décide d'immigrer, il faut ne jamais comparer les salaires français aux salaires québécois. Parce que le coût de la vie n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment faire la part des choses. Si j'ai un autre conseil à donner, moi je suis restée dans ma zone de confort qui était le sport. Puisque l'adaptation déjà à la vie est quand même difficile. Donc moi, je suis restée dans ma zone de confort, mais à un salaire beaucoup moindre que ce que je touchais en France. Mais ça fait partie de l'immigration aussi. Complètement. Si on veut découvrir un pays, en plus, les Français, on a les Québécois nous voient comme des personnes arrogantes.
Et puis, je suis complètement d'accord avec ça parce que nous, les Français, on est très ambitieux. Puis, non, ici, c'est chacun sa place et puis... Chacun son rôle. Chacun son rôle. Puis, il faut... Moi, sincèrement, c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est de rester plus dans sa zone de confort, puis à un salaire moindre. Et puis, puis évoluer au fur et à mesure. Moi, j'ai vraiment évolué. En 7 ans et demi, c'est incroyable le parcours professionnel que je peux avoir, là. Parce que la différence aussi avec la France, c'est que ici, vous êtes vraiment reconnu pour vos compétences. C'est ça. On vient chercher vos compétences, on ne vient pas chercher vos diplômes, et ça, je vous l'ai déjà dit. L'accréditation que va donner le diplôme est importante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... par exemple, ce qui me vient en idée, c'est être un consultant en immigration si vous n'avez pas validé un diplôme de consultant en immigration. Sauf qu'on ne va pas aller embaucher dans une entreprise celui qui aura fait l'école X ou l'école Y. Ce qu'on va vous demander, c'est vraiment qu'est-ce que vous savez faire. Très bien, vous avez ce diplôme, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et c'est en fonction de ça, on est d'accord que le salaire va être aussi réglé, dirigé, et puis après, en fonction des évolutions. Ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai décidé de travailler dans la fonction publique ensuite, parce que j'ai eu cette opportunité-là, pardon. Mais on est reconnu. Moi, j'ai tous les postes que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des postes supérieurs. Ouais, puis sans que j'aille à la pêche. On vous l'a proposé. On me l'a proposé à chaque fois parce qu'ils ont reconnu des compétences et non pas un diplôme ou je ne sais quoi. Là. Des fois, en France, des fois, c'est un petit peu bizarre quand on voit qu'on prend plus telle personne ou telle personne alors que, vu de l'extérieur, on se dirait... Non, mais ça, c'est sûr. Moi, j'ai entendu des histoires, puis même dans ma famille, de personnes qui se retrouvaient à compétences égales, voire même à compétences supérieures, mais par contre pas à diplôme égal parce que l'autre avait fait une meilleure école. C'était l'autre qui était embauché et puis pas celui qui avait plus d'années d'expérience. Et c'est vrai qu'ici, les critères ne sont pas du tout faits de cette façon-là. Puis la hiérarchie aussi. La hiérarchie est complètement différente. Ici, notre patron est beaucoup plus accessible et puis il est moins... On peut défendre ses idées, on peut... moi, c'est vraiment... Moi, je suis une ambitieuse dans la vie, là. Puis travailler ici, vraiment, je trouve ça le fun, là. C'est fantastique. Et on peut savoir ce que tu fais ou... Alors aujourd'hui, je suis gestionnaire dans un cégep, le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un cégep? Alors, le cégep, on va dire que c'est la passerelle entre l'école secondaire qui est équivalent à, je sais pas, l'école secondaire collège? Fin de seconde, je dirais. Oui, peut-être plus lycée. Alors, lycée et l'université. Au cégep, donc, on peut faire un diplôme d'études collégiales sur 3 ans. C'est un diplôme qui amène à un métier directement. Ou alors, on peut faire un diplôme d'études universitaires. Donc, c'est une passerelle pour pouvoir accéder à l'université. Et généralement, c'est des diplômes qui se font sur 2 ans. D'accord. Donc, c'est ça. Au cégep Édouard-Montpetit, il y a plusieurs spécialités, comme dans tous les cégeps, je dirais, du Québec. Moi, principalement, je m'occupe de l'évaluation formative des enseignements, c'est-à-dire que je passe dans les classes pour aller recueillir la perception des étudiants sur l'enseignement de leurs professeurs. Oh, alors ça, on va en parler. On va en parler parce que ce qui est absolument magnifique ici au Québec et que je trouve qui change énormément avec la France, alors tu n'as pas eu la chance ou la malchance d'avoir des enfants qui sont allés à l'école. Tu étais certainement, peut-être, vu ton organisation, une très bonne élève. Et donc, tu n'as peut-être pas... Bon, je ne sais pas comment tu as vécu ta scolarité française. Moi, je sais que j'ai très mal vécu ma scolarité. J'ai des enfants qui ont vraiment souffert à l'école. Et ce que je trouve fabuleux ici, c'est en fait le fait qu'un professeur dont l'élève ne réussit pas va se remettre lui en cause en se disant je n'ai pas su lui délivrer un savoir, je ne suis pas à la hauteur et en fait, je suis pas à la hauteur. Il va se remettre en cause lui et il va tout faire en fait pour
accompagner son élève et lui apporter vraiment et lui donner ce savoir. C'est vraiment, il est... c'est un passionné. C'est ça, il vient pas juste donner son cours et puis merci, au revoir. Il veut vraiment délivrer un savoir et la note, le résultat que l'élève aura, la réussite de l'élève sera sa propre réussite. Donc c'est magnifique, ça. Parle-moi un peu de ça, là, de cette évaluation. En fait, c'est les étudiants qui évaluent via un questionnaire l'enseignement. Alors là, je veux vraiment jouer sur les mots parce qu'on n'évalue pas le professeur. C'est pas sur l'aspect physique, l'aspect, on s'entend bien, c'est vraiment sur l'enseignement. Et comment il délivre l'enseignement? Donc, c'est des questions. Est-ce que votre professeur a respecté, par exemple, la remise de notes? Qu'est-ce que vous aimez dans cette matière? En tout cas, il y a tout plein de questions. Le professeur reçoit les résultats individuels qui sont complètement confidentiels. Donc, lui, ça lui permet de regarder les résultats par rapport aux questions qui ont été posées. Et ensuite, le département dans lequel le professeur est reçoit une compilation de résultats, donc un ensemble de résultats, et ils vont faire des réunions. Comment on peut améliorer cette matière? Comment on peut intéresser les étudiants à la matière? Comment on peut faire en sorte qu'au niveau pédagogique, que les étudiants réussissent? Et ça, c'est vraiment très, très bien perçu dans le milieu collégial parce que c'est vraiment pas ciblé. Ouais, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est une très belle façon d'aller délivrer du savoir que de s'intéresser à ces jeunes qui le reçoivent, et enfin jeunes ou moins jeunes, parce qu'au cégep, il y a des gens qui sont moins jeunes. Ouais, je trouve que c'est se remettre en cause, même pour un professeur, c'est... Ouais, et puis, vouloir faire évoluer la matière, vouloir faire évoluer la façon dont on va la transmettre, je trouve ça fabuleux. C'est vraiment fabuleux, et puis ça permet aussi de s'ajuster, peut-être que des fois, mais comme dans la vie de tous les jours, des fois, même dans l'éducation de nos enfants, on pense qu'on fait les choses correctement. Et puis un jour, on décide d'aller voir... moi, actuellement, je vais voir un psychologue par rapport à mon fils, puis par rapport à la séparation. Et je trouve ça fabuleux d'aller chercher justement des informations, d'aller s'outiller, et puis de se remettre en question, et puis de transmettre vraiment son savoir aux jeunes. Donc ça fait partie... c'est une de mes tâches. Ensuite, à la clinique Édouard-Montpetit, on a des cliniques de santé. Donc, dans le cégep. Dans le cégep. Donc, c'est des cliniques qui sont ouvertes au public. Donc, on a une clinique de lunetterie, donc orthèse visuelle. On a une clinique de denturologie. Ah oui, je suis allée. Ah, certainement. Parce que j'ai une amie opticienne française qui a repassé une équivalence. L'équivalence, et j'étais son cobaye. Ah, d'accord. Donc je suis allée et j'ai rencontré une des professeurs qui enseignait cette matière. Donc oui, c'est ça. Puis il y a aussi la clinique d'hygiène dentaire, donc pour les détartrages ou les protecteurs buccaux. Et on a aussi, ce qui est formidable au cégep Édouard-Montpetit, on a une clinique médicale avec un médecin qui est là 2 jours par semaine. Bon, c'est sûr, pendant que les étudiants sont là, donc pendant les sessions. Entre les sessions, les cliniques sont fermées, mais ça permet vraiment aux étudiants d'être dans un milieu, comme dans leur futur milieu professionnel. Parce qu'il y a les soins infirmiers, par exemple, donc c'est ça. Donc, la clinique sont baignés en fait dans la vie et tout est là et ils peuvent vraiment vivre l'expérience. C'est des vraies cliniques, il y a des vrais patients, il y a des vrais médecins et puis tout un corps, je dirais, professoral autour de ça, que de gens passionnés qui transmettent leur savoir. Et puis, c'est ça, ça permet aux étudiants, notamment en soins infirmiers, de se sentir... Quand ils vont arriver dans la vie professionnelle après leur DEC soins infirmiers, ils seront pas trop... ils seront à l'aise. Ils seront plus à l'aise parce qu'ils auront déjà côtoyé un petit peu. Exactement. C'est parfait, c'est une excellente transition pour parler de la santé, puisque tu as un petit de 4 ans et demi. Moi, j'ai des grands, alors mis à part
un rhume dans l'hiver, un petit mal de gorge, voilà, ils sont pas... Je n'ai pas de bois autour de moi, si, là, je touche du bois. Les hôpitaux montréalais, je ne connais pas pour le moment. Donc, parlons un peu santé, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Oui, donc moi en plus j'ai travaillé dans le réseau de la santé avant de travailler dans le réseau collégial. Donc le réseau de la santé est un petit peu difficile ici. Moi quand j'entends les Français se plaindre, regardez ce qui se passe ailleurs et puis vous verrez que votre système de santé est plutôt correct. Est vraiment correct par rapport à ici. Ici, donc tous les Québécois déjà n'ont pas de médecin de famille. C'est très difficile d'accéder à un médecin de famille. Moi, c'est vraiment un concours de circonstances que je puisse avoir un médecin de famille. Mais mon médecin de famille est là pour me suivre sur une base annuelle. Si demain j'ai une grippe, si demain j'ai une gastro, mon médecin, là, je peux pas l'appeler le matin à 7h. Non, c'est ça, le matin à 7h. Écoute, j'ai une grippe, là, il va me dire, je te donne rendez-vous dans 15 jours. Donc ça, c'est important. Un médecin de famille, c'est un médecin, en fait, qui va suivre votre santé. Vous avez un problème de thyroïde, il va analyser, il va vous donner les radios, blablabla, tout ce que vous avez à faire. Tout ce qui est urgence, angine, otite, gastro, il fait pas. Donc, non, il fait pas. Où est-ce qu'on va dans ces cas-là? Les gens ont tendance à aller à l'urgence. Alors là, l'urgence ici... De l'hôpital. De l'hôpital, oui. Mais l'urgence ici, on s'entend que moi, la première fois que je suis allée à l'urgence, c'était justement dans la famille d'accueil dans laquelle j'étais. La petite jeune faisait du cirque et puis elle s'est faite une entorse à la cheville. Donc, nous sommes arrivés à l'urgence, puis moi, je découvrais le système de santé. Et puis, l'infirmière, donc on passe déjà au triage. L'infirmière, regarde la cheville, OK. Puis là, elle nous annonce qu'il y a un minimum de 40 heures d'attente. 40 heures. 40 2 fois 20. 40 heures. Donc, 2 jours. Ouais, donc, voilà le système de santé. Donc, mais vous avez pu rentrer, vous coucher et recevoir un appel ou... Pas du tout. Faut attendre. C'est soit on attend, soit on joue un petit peu de sa chance et puis on revient 20 heures plus tard. Et puis, mais par contre, si vous avez perdu votre place, vous avez perdu votre place. C'est-à-dire que si les 50 autres personnes qui étaient avant vous ont eux aussi décidé de partir et que c'était votre moment et que vous arrivez après, vous avez perdu, il faut refaire tout un dossier. Donc ça, c'est le système de santé. Moi, ce que je conseille ici, c'est d'aller en pharmacie. Surtout pour des grippes, surtout pour la gastro. On s'entend que de toute façon, il n'y a pas besoin forcément de médicaments. Est-ce qu'un pharmacien peut délivrer un antibiotique? Non, pas du tout. Ça, par contre, ça prend vraiment une prescription. Quoique, des fois, je pense que pour la conjonctivite, comme c'est quelque chose qui est assez régulier ici, ils peuvent vraiment donner des choses à base de cortisone ou... c'est ça. Donc ça, c'est à vérifier aussi là, auprès du pharmacien. Mais c'est vraiment le pharmacien le premier recours. Ensuite, vous avez ici un numéro d'appel qui est le 811 qui permet d'avoir une infirmière au téléphone et qui peut, elle ou lui, pardon... On est un petit peu féministe. Non, mais on est féministe au Québec. La femme a de la place. C'est ça. Et puis, donc c'est ça. Donc, le 811 est quand même une bonne alternative, surtout pour savoir combien de médicaments on peut prendre, combien. Et puis, eux, généralement, nous disent, appelle plutôt le 911, qui est là vraiment le système d'urgence, ou bien rends-toi à l'hôpital, ou attends demain, essaye de voir si tu trouves un médecin. Donc, il y a des cliniques de jour, sinon, qui peuvent récupérer des personnes si jamais on a une angine, plutôt que d'aller en urgence à l'hôpital. Est-ce que... En fait, il existe un système que je ne maîtrise pas, puisque moi, j'ai la chance d'aller au cégep et de voir mon petit, qui est ouvert au public, n'est-ce pas? Mais je sais qu'il y a... Alerte Santé... Non, peut-être pas Alerte Santé, ça, je confonds, c'est autre chose, mais... un site web qui permet justement, c'est payant bien entendu, mais qui permet, selon le code postal, de trouver une clinique dans la journée même. Donc, c'est ça, pour avoir un rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous, mais là, vous pouvez attendre vraiment des heures aussi. Mais au moins, vous avez le rendez-vous, vous êtes pris en charge, et puis quand c'est votre heure, vous recevez un message et vous y allez. Exactement. Bon, enfin voilà, donc voilà le volet santé. Et donc
petit bout, Mathis. Oui. C'est ça, j'ai bien retenu le prénom. Oui. Donc, est né ici. Oui. Lui, il est canadien, 100% québécois. Oui, ben, il a eu la nationalité française quand même. D'accord. Parce que je crois que c'est dans les 90 jours. Fallait qu'on se présente. D'accord. Fallait qu'on se présente Au consulat de France. au consulat de France rue McGill. Et puis, ils lui ont donné automatiquement, étant donné que les deux parents, on est français, ils lui ont donné automatiquement. Mais il est pour le Canadien de Montréal, donc dans son cœur, c'est vraiment un petit garçon canadien québécois. Et la naissance, alors, ici au Québec, comment ça se passe? Alors ça, j'ai trouvé ça très spécial aussi. Déjà, le suivi de grossesse, ici, c'est très particulier parce qu'il y a peu d'échographie. Donc, vous êtes un petit peu livré à vous-même. Moi, malheureusement ou heureusement, j'ai eu un accident de voiture et puis ça a fait que j'ai été prise en charge. Par contre, ici au Québec, quand il arrive quelque chose, que vous soyez malade, une maladie, je ne sais pas comment dire, reconnue. Oui, un cancer. Ou même ce que tu disais de la thyroïde, etc. Quand vous êtes pris en charge, vous êtes pris en charge. Ça, c'est vrai. J'ai toujours entendu ça. Ouais. C'est juste sur l'aspect plus la petite maladie quotidienne. Quotidienne. Où là, c'est un petit peu plus difficile, mais en même temps, à quoi bon d'aller voir un médecin quand on a une gastro? Moi, j'ai eu la gastro enceinte. Elle m'a dit surtout, tu restes chez toi. Tu bois le fameux liquide magique qui est un mélange de jus d'orange, de sel et puis d'eau, là. Et puis, tu restes tranquille et puis viens pas nous contaminer. Donc, Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Et avec un petit, est-ce que... Parce que si je compare par rapport à ce que moi j'ai pu vivre par rapport à mes 4 enfants, et encore, moi je n'allais quasiment jamais chez le médecin parce que j'essayais toujours de régler ça seule parce que souvent c'est les dents, le nez qui couvre. Enfin, c'est jamais vraiment quelque chose de... Voilà, en général, je me commençais un peu à m'inquiéter si vraiment il y avait 3 jours de fièvre persistante. Est-ce que là, c'est ça? Est-ce qu'il y a des inquiétudes fortes par moment? Enfin, après, peut-être que... Non, ben moi, mon fils, c'est un bébé reflux. Donc, il avait ouais. c'est ça. Il avait quand même un suivi, puis un très, très bon suivi avec une médication. On s'est rendu à l'hôpital Sainte-Justine, je pense, à 2 reprises à ce sujet-là, et puis vraiment, il a été pris en charge. Là. Je veux dire, il y a pas Dans ces cas-là, c'est ça. À partir du moment où il y a la prise en charge, le suivi se fait régulièrement et il n'y a pas besoin de passer par les urgences et d'aller y passer des heures. Non, c'est ça. Il faut... Puis c'est ça. Moi, c'était mon premier enfant, pas de famille, donc j'ai peut-être trouvé ça un petit peu plus difficile. Mais en donnant des conseils, parce que je donne jamais de conseils à des amis parce que chaque enfant est différent. Et puis, je suis pas médecin, mais des fois, c'était clair que c'était pas grave. Et puis, je rassurais en disant, ben regarde, c'est pas grave, si t'as pas un rendez-vous aujourd'hui chez le médecin, tu auras un rendez-vous dans 2 jours, mais c'est plus dans ce sens-là. Bon, ben, a priori, jolie immigration. Est-ce que donc tu l'as déjà dit en début d'émission que tu ne repartirais pas en France, que ton choix, enfin votre choix, ton ex-conjoint et toi, c'était vraiment de rester habiter ici. Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses de ton pays d'origine? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, mis à part la famille? C'est vrai que la famille nous manque. Oui, la famille nous manque, mais je dirais qu'avec tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, on peut pas... Oui, on se voyait plus souvent, mais si je calculais la fréquence, moi en France, j'étais à droite, à gauche, dans le nord, dans le sud, donc on se voyait pas forcément souvent, surtout les dernières années quand je travaillais dans l'événementiel sportif. Donc, c'est ça. Puis, je trouve que ça permet de moins parler du quotidien. Quand on se parle, c'est pour se dire des vraies affaires, et puis on s'aime, et puis, puis j'aime ça. Puis il découvre mon fils, oui, via Skype ou d'autres moyens comme Skype, mais moi, je trouve ça le fun. Là. Puis on y va, puis ils viennent, et puis... Et il y a des choses qui te manquent de... La nourriture de maman. Ce confort-là, puis qu'on habite à Montréal, en Australie, ou à 100 km de chez sa mère, là, moi, ce qui me manque, puis quand j'arrive,
ma mère et mon beau-père vivent dans une ancienne ferme et puis il y a une cheminée dans ma chambre et puis elle est toujours aux petits soins pour moi. Puis mon papa aussi, mes parents sont divorcés, donc mon papa et ma belle-mère aussi, c'est formidable, là. C'est ce côté-là qui me manque. Mais quand je vois comment est devenue la France aussi, j'ai aussi très hâte au bout de 10-15 jours de revenir à Montréal. Ouais, difficulté quand un retour, quand il y a des vacances, un moment passé là-bas, un choc culturel, oui. Définitivement. Je suis arrivée en 2010, en 2014, je suis retournée pour la première fois en France. J'ai subi vraiment un gros choc culturel. Ouais. Un choc culturel, j'arrive à l'aéroport de Montréal, j'ai la poussette de mon enfant. Madame, on va vous aider, vous inquiétez pas, tout va bien. Regardez, la poussette, vous pouvez la garder jusqu'à ce que vous montiez dans l'avion. J'arrive à 4h du matin à Paris, je suis complètement perdue, un enfant qui dort sur le bras, pas de poussette, la poussette perdue, je demande des informations, on me répond pas. C'est ça. C'est exactement ce qui m'a fait venir en fait à Montréal, la courtoisie, la gentillesse, la disponibilité des gens que malheureusement on ne retrouve pas en France. Et ben voilà, le joli mot de la fin de Marie-Aude. Je voulais juste ajouter que j'ai aussi obtenu ma citoyenneté canadienne. Ah, mais oui, bien donc, sûr, félicitations. Ça. Alors comment ça s'est passé? Ah, écoute... Est-ce que ça a été un moment... Ça a été un moment émouvant. Émouvant dans le sens où je me suis dit pendant la cérémonie, je ne porte pas... mon fils ne porte pas mon nom, il porte le nom de son papa, mais j'ai la même nationalité que lui. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Tu as passé le test, les questions? Oui, alors... C'est difficile? Non, c'est pas difficile. Je peux pas vous dire les questions parce que c'est la confidentialité. Bien sûr. Non, puis on veut pas savoir. On doit respecter la confidentialité. Voilà, c'est ça. Mais on vous donne un fascicule de 70 pages à apprendre, vous avez ça se fait tout seul. Vous avez tout de suite le résultat de savoir si vous êtes pris ou pas pris. Et vous avez quand même droit à une deuxième chance dans les 4 semaines, me semble. Moi, je l'apprendrai par cœur. 70 pages, absolument par cœur. Donc, c'est ça. Et ensuite, il y a la cérémonie. Donc ça, c'est plus le côté festif. Ouais, on peut assister en extérieur à la cérémonie. Tout à fait. On peut avoir des invités. Donc, c'est dans une grande salle, dans un hôtel. Là, c'était à l'hôtel Le Plaza à Montréal. Une belle grande salle où on était 280, je pense. À prendre la citoyenneté. À recevoir la citoyenneté ce jour-là. Wow. Puis c'est très protocolaire. Donc, vous avez... ils appellent ça le cortège qui vient dans la salle... Et puis, on vous demande de répéter la sermentation, puis le serment à la reine Élisabeth II. Et puis, après, on chante l'hymne. Et puis, je pense que j'ai une vidéo, là, si tu veux, à un moment donné, la passer. C'est ce moment-là qui fait qu'on se sent à part entière, même si les Québécois canadiens vraiment nous intègrent, c'est à ce moment-là qu'on se sent canadien. On se sent canadien. La seule chose qui est très importante que je ne savais pas et qu'on nous dit au moment de la cérémonie, ne prévoyez pas de voyage après la cérémonie de la citoyenneté parce qu'ils récupèrent votre carte de résident permanent. Et donc, vous pouvez partir du pays, mais vous pouvez plus revenir. Donc, combien de temps? Ben, le temps de faire le passeport canadien. Donc ça dure quoi? 3 semaines, un mois? Ben, ça dépend, c'est avec les vacances. Mais là, si j'avais pris des billets d'avion pour aller fêter la citoyenneté ou Noël en France, j'aurais finalement pas pu y aller et j'aurais perdu mes billets d'avion. Donc, c'est juste cet aspect-là que... c'est une bonne... Oui, j'aurais préféré qu'on me le dise à l'avance. Moi, là, je pars juste en Floride au mois de février, donc ça va. Je suis correcte. Le passeport sera arrivé. Et bien, avec bien volontiers, on prendra la vidéo et on la diffusera à la suite de ce passage. Parce qu'effectivement, je pense que ça doit être un moment fort. Une petite larme a été versée quand même ou non, tu as réussi à contenir Ben, moi, je suis très émotive dans la vie. Je pleure autant à un mariage qu'à un enterrement. C'est comme ça. Moi, mais ça doit être français.
Mais oui, c'est surtout l'hymne national. Et puis tout le monde chante en même temps. Et j'ai surtout pensé à mon fils. Et puis c'est ce qui m'a fait verser une petite larme. Ouais. Bon, merci Marie-Aude pour ce joli partage. On se retrouve après la pause. Merci. L'Instant Coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci. Alors, quelle est la question sur laquelle tu nous pousses à réfléchir aujourd'hui? Waouh. Alors, la question sur laquelle je vous invite à réfléchir aujourd'hui, en fait, cette réflexion, elle m'est venue ce week-end, au lever du jour, puisque j'ai eu la chance de passer mon week-end à la montagne. Et puis, le réveil que j'ai eu, c'était face à une montagne enneigée. Puis, il y avait quelqu'un qui marchait sur cette montagne, et cette image m'a transportée sur une petite île où j'ai eu la chance de vivre quelques années. L'île de la Réunion. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ce lien entre la montagne enneigée et l'île de la Réunion, mais je pense que c'est ce marcheur. Ce marcheur, en fait, qui m'a fait penser à une course, une fameuse course qui a lieu à l'île de la Réunion et qui s'appelle la Diagonale des Fous, ou le Grand Raid. Et c'est une course qui est incroyable, puisque c'était traverser cette montagne, qu'est la Réunion, qui fait pendant une course de 160 km, ça représente 10 000 mètres de dénivelé. Les meilleurs le font en 24 heures et les autres vont jusqu'à le faire en 4 jours. Et ma réflexion pour aujourd'hui a été issue de cette image de la montagne, ce lien fait avec l'île de la Réunion. Puis ça fait 2 fois que je la cite, cette île. Et je vais en profiter pour saluer tous mes amis de la Réunion, tous les gens que j'aime, parce que c'est aussi une île de cœur. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui nous poussait à l'action ? C'est ma réflexion d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous pousse à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'on va faire ce que l'on fait? Effectivement. Dans le changement, dans l'immigration, dans cette décision qui fait qu'à un moment donné, dans sa vie, on va dire « je bouge tout et j'y vais ». Que ce soit personnel ou que ce soit professionnel, qu'est-ce qui fait qu'on va bouger certaines choses? Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre dans le mouvement? Et ce qui est important, auquel il faut penser, ce que j'avais envie de vous partager, c'est le mot valeur. Quelles sont les valeurs profondes qui vont vous pousser à changer, qui vont vous donner le moteur, l'impulsion, qui vont vous aider à prendre une décision dans laquelle vous soyez confortable? C'est quoi ces valeurs qui vous animent? C'est important de le savoir. C'est ça qui va entretenir notre motivation, qui va entretenir le fait d'avoir envie de gravir cette montagne. De faire comme ces gens qui sont finalement des gens ordinaires, qui vont réussir à faire des choses extraordinaires. Donc c'est vrai que l'important, c'est ce fameux pourquoi qui va permettre de nous clarifier nos projets, clarifier nos envies, que ce soit des projets personnels ou que ce soit des projets professionnels. Une fois qu'on a mis le doigt sur le fameux pourquoi, sur ce qui nous fait vibrer, eh bien, les choses vont découler. Et puis ce qui est important aussi, c'est qui on a été, qui nous sommes aujourd'hui et qui nous voulons devenir demain. Il y a une réflexion qui m'a inspiré beaucoup, plutôt une citation, et c'est ni plus ni moins que celle de Martin Luther King qui dit « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Et j'ai envie de terminer avec ça. Quand on sait où on va, quand on sait quel est notre moteur, quand on sait ce qui va nous motiver, notre fameux « pourquoi », tout va s'éclairer, va devenir plus facile et n'est plus effort. Même s'il y a avec difficulté et douleur. Mais à partir du moment où on a mis le doigt sur le fameux pourquoi, sur cette motivation, donc je vous invite à réfléchir à ça et pour vous laisser transporter vers vos possibles. Merci Géraldine. Merci Hélène, dis donc, waouh. Donc Hélène, coach en transition de carrière, changement et gestion, nous amène chaque semaine à des prises de conscience, nous éclaire une petite lumière dans nos réflexions. Et alors effectivement, posez-vous la question, pourquoi ce changement? Pourquoi? On se retrouve la semaine prochaine.